va commencer notre petite rencontre. Voilà, je vois un visage nouveau, donc je profite pour faire mon petit rappel. Donc sur les rencontres de la boutique existe depuis une dizaine d'années et on fait venir régulièrement des réalisateurs ou des critiques au fil de sorties de DVD et puis pour avoir un petit moment d'échange comme ça, parler de films qui nous touchent, qui nous semblent importants. Et voilà, donc ce soir on est heureux d'avoir Alain Gomis qui était déjà venu précédemment pour féliciter. Ça remonte à 2000. Je devrais savoir tout ça. Ouais, félicité, 2016, tu vois, Ouais. 2016, donc ça fait 7 ans, tu vois, ouais, le temps passe. Et, euh, et donc, voilà, moi j'ai découvert ton dernier film, Rewind and Play, un documentaire, un film. Je sais pas pourquoi on essaie de classer à tout prix fiction, documentaire, mais c'est un film avant tout sur le pianiste jazz Thelonious Monk. Et pour moi, ça a été un choc parce que vraiment, je me baladais dans le cinéma, je me dis ah tiens, j'aimerais bien, voilà, je voyais que ton film était projeté. Et j'en suis ressorti complètement sonné, quoi. Je m'attendais pas du tout à voir ce que j'avais vu et j'étais voilà, il me faut un film comme ça par an et puis c'est bon, je suis nourri. Je sais pas, ça m'a vraiment, outre le fait que je suis assez fan de la musique jazz et de Monk, c'était aussi tout ce que tu en as fait, donc voilà, c'est pour ça on va parler de ça et voilà, d'autres choses, mais je pense que c'est un film qui, euh, qui est très inspirant, je trouve, sur ce qu'il dit sur le cinéma, même dans le langage cinéma. Mais bon, avant que je pose mes questions, merci d'être venu. Et si on commence directement sur ce projet-là, peut-être, comment il est venu à toi, ou je crois que tu avais déjà dans tes tiroirs l'idée de faire quelque chose sur Monk. Ouais. Vas-y, ou déjà, tout simplement, comment tu as découvert peut-être un premier morceau, ou la musique de Monk. Je pense que c'est quelqu'un qui. Ça a dû être une rencontre aussi, musicale. Oui. Alors bonsoir à vous. Merci d'être là. Merci de m'inviter. Attends, alors juste un petit truc, je t'interromps déjà. Je te remercie parce que je sais que tu es en plein tournage. Oui. Donc je sais que tu as un peu mille choses dans la tête. Tu es en train de faire plein de choses. Donc voilà, déjà merci voilà, de t'être engagé, mais de venir ici. Je sais que c'est pas facile de revenir aussi sur sur le projet d'avant, quoi. Ouais, mais c'est un plaisir. C'était un film qui inattendu. Pour moi, je travaillais un peu sur autre chose. Monk, je sais pas dire très bien à quel moment je le rencontre. Je crois que j'étais étudiant. C'est pas tout de suite un coup de foudre. C'est une musique qui m'intrigue un peu, à laquelle je reviens régulièrement. Et puis je commence à m'intéresser à lui. Et c'est je trouve le genre de personne qui, plus on y revient, plus quelque chose de passionnant et en même temps mystérieux s'agrandit. C'est quelqu'un dont on fait jamais le tour, en fait. Et c'est un peu comme ça que fonctionne sa musique. Moi, ce qui me surprenait, plus j'en apprenais sur lui, c'était que j'avais l'impression qu'il était absolument le même dans sa façon de jouer qu'en tant qu'être humain. Dans sa façon de bouger, sa façon de parler, sa façon de ne pas finir ses phrases ou de laisser des trous, de jouer avec les résonances, de jamais totalement attraper les choses, comme s'il essayait de les laisser exister en brossant des petites choses, des petits endroits. Ce qui me faisait penser à cette façon qu'ont d'autres artistes, de se dire que quand on essaye d'attraper quelque chose trop fort, et ben il disparaît, quoi, comme toutes les choses un peu importantes. Quand on essaye de les contourer trop précisément, il y a quelque chose qu'on perd. Et donc voilà, je trouvais que c'était quelqu'un de fascinant. Sa vie est aussi c'est quelqu'un qui finit les dernières années de sa vie quasiment dans le silence. Il y a un moment, il joue plus. Bon, il est fatigué, il est malade. Mais c'est étonnant qu'un musicien comme ça choisisse pratiquement le silence, qu'il a tellement mis dans sa musique qu'il a fini par finalement tout prendre. Voilà, et puis c'est un exemple
de relation à l'industrie musicale. C'est un exemple enfin, je sais pas si on peut dire d'authenticité, en tout cas une espèce d'intégrité. Une espèce d'intégrité à essayer d'être seulement lui-même. Et ça, c'est une aventure en soi. Donc, il y avait plein de choses qui m'intéressaient chez lui. Donc, j'avais le projet d'en faire une fiction, une espèce de fiction comme ça, un peu un truc en mosaïque un peu. C'est devenu très compliqué pour des histoires de droit. Le projet continue d'être très compliqué jusqu'à aujourd'hui. J'espère pouvoir le faire un jour. Et en travaillant sur ce projet, du coup, en lisant un peu tout ce que je trouvais et puis en voyant tout ce que je pouvais, il y a eu un moment où on a demandé à l'INA ce qu'ils avaient comme image de lui. Ils nous ont envoyé un paquet comme ça. Je connaissais la plupart des choses, dont une émission qui s'appelait Jazz Portrait, qui était un projet de série d'émissions en fait. Et je pense qu'il n'y en a eu que deux, une avec Mingus et une avec lui. Et ce qui était étonnant, surtout, c'est qu'ils m'ont envoyé l'émission qui dure 30 minutes. Oui, qui dure 30 minutes, il me semble, dans sa version montée pour la télévision qui est passée en 70, en fait. Qui est dans le bonus, elle dure 30 minutes. Ouais, c'est ça. Mais ils m'ont envoyé aussi les rushs de l'émission. Donc ça, c'était une grande surprise. Je ne savais pas qu'ils étaient disponibles. C'est très, très rare, en fait. Eux-mêmes, ils m'ont envoyé un paquet comme s'ils avaient fait une recherche comme ça, mais ils ne savaient pas très bien ce qu'il y avait dedans. Et ils ne savent pas expliquer pourquoi quelqu'un a mis ces cassettes de côté, quoi. Comme pourquoi ça a été conservé. En tout cas, c'était pour moi fascinant parce que tout à coup, je voyais le personnage tel qu'il pouvait être décrit par ses proches, par les gens qui le connaissaient. C'est-à-dire, parce qu'il y a toute cette image construite autour de lui, qui est un peu l'image marketée. On joue beaucoup effectivement de quelque chose où il serait autiste, presque, etc. Et on voyait cet homme généreux, présent aux autres, évidemment avec quelque chose d'un peu particulier dans ses silences, etc. Dans cette façon de jamais, exactement comme dans sa musique aussi, de jamais faire la phrase attendue, de jamais remplir la fonction si on lui demande comment ça va, ou enfin il va pas parler de la pluie et du beau temps, il préfère se taire, ou il aide pas les choses à être dans leur forme sociale normale. Mais c'est ça, c'est comme s'il laissait résonner la question et comme s'il ne la comprenait pas, comme s'il la prenait presque dans son sens le plus profond. Quand il dit et c'est en ça que le film est passionnant, c'est-à-dire qu'on lui fait répéter en plus, la question lui est reposée. Et c'est la pire personne à qui on pourrait demander de faire cet exercice-là, quoi, parce qu'il y répond avec presque toute la sincérité, mais une sincérité existentielle, quoi. Je sais pas, Ouais. c'est quelque chose d'assez fort. Je t'ai interrompu. Non, mais c'est ça. Je sais pas, il y a d'autres exemples d'interviews de lui. Voilà, on lui demande à un moment qu'est-ce qu'il écoute comme musique. Il dit qu'il écoute tout. On lui demande est-ce que vous écoutez de la musique classique. Il dit j'ai déjà répondu à la question. Il y a, et il y a une espèce comme ça d'évidence, et donc il joue pas le jeu d'une certaine façon. Euh, et c'est aussi ce qu'il fait. Ouais. Donc en jouant où il va pas vers la résolution attendue. Il cherche toujours une façon de décaler, une façon de faire entendre comme pour la première fois quelque chose, quoi. Et en même temps, je trouve qu'il trouve un truc qui, a posteriori, sonne comme une évidence. Voilà, c'est comme s'il allait tout droit, sans cesse. C'est comme s'il avait un langage qui était Enfin, moi, je dis ça, mais parce que je l'aime beaucoup. Comme s'il cherchait la route directe, sans cesse. Et donc, dans ses relations aux autres aussi. Donc, en se débarrassant de ce qui n'était pas nécessaire, ce qui n'est pas nécessaire d'être dit pour faire, pour faire discours, etc. Donc, il peut me mettre mal à l'aise aussi, parce que il y a des moments où il dit rien. Mais là, donc, il se prête au jeu de l'interview avec celui qui est son ami, Henri Renaud, qui est pianiste, qui est allé chez lui,
qui cherche à en faire la promotion. C'est quelqu'un qui a une admiration sans borne pour Monk. Donc c'est intéressant de voir alors, qui est une personne blanche, qui est français. Donc y a quand même ce rapport-là entre un Afro-Américain et un Français de souche. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais bon voilà. Et passionné de jazz et admiratif devant le génie de Monk, et en même temps voulant le restituer dans une sorte de boîte au RTF, quoi. Quelque chose, un format télé, quoi, ce qu'on retrouve aujourd'hui, mais et c'est encore une fois le pire des clients, quoi. Oui, c'est-à-dire que oui, on dit oui, il est considéré comme pas un bon client pour ça depuis toujours. Et en même temps, c'est du coup un très bon client. Oui, voilà, c'est ça. Parce que c'est un... Mais en fait, ça commence ce malentendu, je crois, en 47. En 47, il enregistre son premier album chez Blue Note. Et il se demande, parce que déjà, il a la réputation d'avoir une... Parce qu'il va chercher des harmonies particulières, etc. Donc c'est vrai ce que raconte Henri Renaud, il participe à un peu cette révolution bebop, mais en amenant justement une façon de jouer, des harmonies un peu autres, une rythmique aussi particulière. Et donc, Lorraine Lyon, c'est un couple, et Lorraine, qui est la femme de ce couple-là, se demande comment vendre un peu cet homme à la musique réputée difficile. Je crois pas qu'elle le soit en fait, mais et donc elle écrit un texte et elle en fait, et c'est un peu ce texte, cette façon de le marketer qui est repris par Henri Renaud, c'est-à-dire ce type un peu bizarre qui peut ne pas dormir pendant 3 jours, qui est tellement imprégné de sa musique qu'il en devient un peu fou, etc., qu'il est très hermétique, etc., etc. Et étrangement, cette façon dont on parle de lui, qui le gêne dès le début, et aussi ce qui le fait vendre, entre guillemets, ou la façon dont on vient voir Monk le fou, un peu. Oui, donc il y a ce côté bête de foire déjà, quoi. Exactement. Donc, et lui, il a toujours eu une relation étrange avec ça. D'abord, il veut effectivement pouvoir vivre de sa musique et manger, tout ça, et parfois il peut en jouer, et en même temps être très mal à l'aise avec cette image de lui. Donc ça commence tout de suite, en fait. Dès qu'il joue en solo, dès qu'il est enregistré en solo, et ça va le poursuivre toute sa vie. Mais ce qui est assez étonnant aussi, c'est au-delà de l'exercice de l'interview par son ami Henri Renaud, il y a tout le dispositif comment dire, de caméra, de captation qui sert ça. C'est-à-dire, moi je trouve même au niveau des gros plans, des plans sur les mains, plans sur le visage, presque plans sur la peau, quoi. Il y a quelque chose où c'est pas seulement la musique, c'est vraiment on essaie de capter quelque chose. Et ça, dans l'émission définitive, on l'a, mais très peu. Mais dans les rushs, on l'a énormément. Moi, la question que je me suis posée, mais c'est que ça continue à tourner. Tout est capté, quoi. Toi, tu as des renseignements par rapport à ça, par rapport aux techniciens télé, c'était peut-être la norme, tout simplement, peut-être de tout filmer ou de faire des gros plans, mais moi, je suis assez étonné par le matériau qu'on a dans ces rushs. Bah moi, j'ai récupéré aussi des moments qui sont des moments visiblement plus d'essais, des moments où ils sont en train de régler les lumières, lui il joue au piano, il essaye de s'occuper un petit peu, enfin, finalement quand il essaye de s'occuper il joue, quoi. Et avec ce drôle de rapport étrange où dès le début il y a un truc où on a l'impression qu'on fait pas du tout attention à lui. C'est quand même Monk qui est très connu quand même à ce moment-là, il y a une espèce d'indifférence à Monk en train de jouer qui est tout de suite un peu étrange, c'est-à-dire que tout au long de l'interview, il n'y a pas vraiment il n'y a jamais de rapport vraiment. Henri Renaud considère qu'il est son ami. Bon, il l'a vu, c'est vrai qu'il l'a vu, il l'a rencontré à New York à une époque où Monk, il a plus sa carte de cabaret, il peut pas jouer. Donc c'est pas un moment où il est vraiment, c'est un moment où il galère. Donc il le voit, il le découvre. C'est un moment de sincérité. C'est pas parce qu'il voit un type célèbre et il tombe amoureux de sa musique, etc. Mais ils sont dans deux univers tellement différents. Je pense qu'ils vivent un quotidien tellement différent, et il y a aussi une image du jazz qu'on voit là, qui est un peu une image française. En France, le jazz est
Et à ce moment-là, je crois, dans un monde un peu plus bourgeois, Bah, il y a un vrai snobisme, et ça fait partie de la culture bourgeoise. ça fait partie. Mais un musicien noir reste un noir et musicien. Il y a ce décalage-là, quoi. Oui, En même temps, Miles disait le contraire. Quand il était venu à Paris, il avait été accueilli et reconnu en tant que personne, et pas comme un afro, comme un noir. Je sais pas. C'est là où moi, je connais pas suffisamment cette époque-là pour voir quel était l'accueil des musiciens jazz. Ce qui est très étrange là, c'est que effectivement, il y a cette admiration pour Monk. Il y a quelque chose de très de bonne volonté, j'allais dire, et que c'est d'autant plus gênant, en fait. Cette façon de... Effectivement, il y a un moment, on a l'impression qu'il est montré comme une bête de foire. Ouais. Il est filmé comme on filmerait un... Ouais, je n'ose pas dire un animal, mais presque. Il y a quelque chose d'un peu étrange de venir... Ces très gros plans là qui sont faits à des moments... les plans sont assez beaux d'ailleurs, à des moments où justement du coup d'essai et de répétition, où du coup les cadreurs se laissent un peu plus aller à des choses inhabituelles, où il y a ce très beau plan circulaire, où il y a ces choses très près de lui. C'est à la fois magnifique de pouvoir voir ces images de lui. En même temps, c'est gênant parce qu'il y a un moment et c'est tellement proche que on voit le souffle de Monk sur l'objectif de la caméra. C'est-à-dire que la caméra est vraiment là et qu'on se demande comment on se donne l'autorisation de venir si près, d'entrer si près de lui. Et tout ça sans aucune volonté de nuire. Juste, il est... D'abord, je le trouve absolument charmant. Il intègre le regard de la caméra, même dans les... On sent qu'il est totalement conscient. Il est absolument conscient de tout ce qui se passe. Alors, l'image qu'il donne, je sais pas, mais il est conscient d'être filmé. Même dans la rue, même... on le voit, je sais pas, on le sent dans son regard. Il sait très bien qu'il est... Il bosse. Ouais. Il travaille, il est au travail. Oui. Ça fait partie des choses qui vont pouvoir le permettre de jouer. Il a un grand souci pour lui de nourrir sa famille. On sent que c'est un effort. Quoi. On sent que c'est un effort, il est là au travail, vraiment. Il doit le faire, il le fait, il ne rechigne pas à le faire, etc. Et donc il est filmé dans la rue, il se force on sent qu'il se force un peu à parler, à faire un peu la conversation, y compris dans le bar. Il a un gros spot sur la tête, il est un peu gêné, évidemment qu'il est un peu gêné. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de marcher dans la rue avec une caméra devant vous, ou de prendre un café tranquillement avec... voilà, mais il le fait, et il fait très consciencieusement, on le voit quand il joue aussi, dans sa façon de... il donne énormément, et puis on lui demande encore un morceau supplémentaire, encore un petit, etc. Et faut dire qu'il était en tournée la veille. Ça fait 3 semaines qu'il joue 6 jours sur 7, et il arrive là-dessus, c'est le soir même, il doit jouer. Et c'est quelqu'un de... Ouais, il le fait. Je pense que dans un rapport comme celui-ci, Miles Davis aurait été... ça se serait pas passé comme ça. Il aurait été meilleur, c'est un meilleur communicant, Miles. Je pense que Miles serait foutu sur la gueule. Ah bon ouais. Ah bon Ah oui. Je pense qu'il avait un caractère. J'ai vu votre film, c'est pour ça que je suis là. Mais oui, je crois, il est très patient. Il est hyper patient. Mais je me rappelle, est-ce que je me trompe, à un moment donné, il dit qu'il n'a pas été bien payé comparé aux autres joueurs. Et là, il parle, il est sincère. Ouais. Et après ça, il ne parle plus. Et j'ai eu l'impression que c'était parce que il avait essayé de parler en disant la vérité. J'ai été moins bien payé que les autres. Et après, il parle plus. Donc il était sincère, il était très vrai. Et après, il joue. Moi, j'ai adoré ce film. Je suis là pour entendre le discours. Mais j'ai beaucoup ressenti la façon dont c'est filmé, dont vous l'avez traité, le montage. Vraiment. Merci beaucoup. Et je crois que vous avez... Je l'ai vu au cinéma du réel. Vous avez absolument raison. J'adore, mais j'aime beaucoup. Merci, vraiment. Mais c'est lui, quoi. Il est... Effectivement, quand je disais, il n'y a pas eu de rencontre véritable.
tout se passe dans un espèce d'écran, un espèce de format, quoi. Et le seul moment, il y a un moment, moi je l'ai jamais, j'en ai entendu et lu beaucoup des interviews avec lui, et je l'ai jamais entendu dire un truc aussi personnel et sincère qu'à ce moment-là, quand il se lève et qu'il dit. J'avais calé cet extrait-là, mais on pourra le montrer ou pas. Hein. Mais je trouve, pardon. Ouais, ben ce moment où il dit la première fois que je suis venu en France, j'ai été pétrifié tout au long de mon voyage. Et là, il y a une possibilité de rencontre, vraiment. C'est-à-dire en dehors de toute chose, de l'image qu'on veut construire de lui, de flatter quelque chose, de vouloir le vendre aux autres, etc. Il y a une possibilité de rencontre qui n'est pas saisie par Henri Renaud. J'ai rien contre Henri Renaud, hein, mais qui n'est pas saisie parce que, comme si ça rentre pas. Pire que ça. C'est violent la réaction. Bah, c'est repoussé complètement. On parle pas de ça. It's not nice. It's not nice, ce qui est hallucinant, puisque c'est quand même une espèce de retournement incroyable. Mais qui dit quelque chose de notre société, même aujourd'hui, qui fonctionne en termes de format et qui fait se succéder des gens à l'intérieur d'un format préexistant et qui fait que finalement les choses n'arrivent pas à exister véritablement. Tout ça sont des images presque. Il a déjà son discours avant qu'il arrive, on le voit, et comme il rentre pas tout à fait dans le discours qu'il a envie de mettre en place, et ben finalement, dans le montage final, toutes les interventions de Monk sont enlevées. Il ne reste que le récit fait par lui de la façon dont il veut parler de Monk, dont il pense que sincèrement, c'est la meilleure façon de le faire pour que les gens le reçoivent. Quitte à faire un contre-champ où Monk n'est pas là, ben, tu vas jusqu'au bout de la chose, c'est-à-dire que à la fin, c'est pour ça que moi je trouve que le film parle de cinéma, il parle du champ contre champ, mais de l'essence même, c'est-à-dire que on n'a pas forcément besoin de l'autre pour avoir sa réponse. Et je trouve que c'est des moments comme ça complètement hallucinants, quoi, hallucinants. Et les silences, et à te poser une question, la personne n'est pas là. Et jouer, c'est du ciné, je sais pas. Oui, c'est terrible. Mais je pense que quelle émission de télévision aujourd'hui accepterait de donner ses rushs pour en faire un film comme celui-ci? Je veux dire, cette entreprise de formatage, de tout transformer en sujet, de tout transformer finalement en objet, on y est. Enfin, qui a vu un film, une émission sur un sujet qu'il connaît bien, c'est bien à chaque fois comment il peut se sentir violé d'une certaine façon, dépossédé de quelque chose pour en faire un objet de vente ou de quoi que ce soit. Et dans la musique de Monk, encore une fois, elle est aussi comme ça, c'est-à-dire que, et son combat en tant que musicien, et c'est là où moi je trouve qu'il est intéressant, c'est qu'il est partout le même, ça a été aussi celui-ci. Comment, en n'utilisant pas les formats présupposés, il essaye en tout cas d'avoir un rapport direct, premier, toujours à ceux qui l'écoutent. Et il y arrive. Mais moi, je trouve que ton film est plus. Parle de Monk, mais vraiment parle du format. Pour moi, c'est un grand film sur le formatage, sur le réel qui résiste ou la parole qui dérape, ce qui est pas audible au niveau de la télé. On le voit. On voit dans une émission quand ça dérape, quand c'est pas un dérapage organisé, mais quand c'est il y a le réel, c'est-à-dire non, ça va pas. Ça va pas, tant au niveau de la durée de la prise de parole, ou de l'événement qui n'est pas prévu, ou de la parole qui n'est pas récupérée par le présentateur. Parce que c'est ça qui est montré, c'est que le présentateur récupère ou réinsère toujours, rend acceptable, remet dans la boîte. Et là, Monk, il rentre pas dans la boîte. Il peut pas rentrer dans la boîte. C'est ça que je trouve fort. Et quand il ne rentre pas, ou quand il est réellement là, on lui dit non, là, non, ça, c'est pas audible, quoi. Oui, c'est ça. Et je sais pas, je trouve le film exemplaire par rapport à ça. C'est-à-dire que ça nous montre tout le dispositif, mais en morceaux. C'est-à-dire qu'on voit comment dire, on voit en plus tous les ratages de son, les cadres, les répétitions. On voit toute la construction, en fait, de cette mise en boîte. Et je trouve passionnant, super stimulant, parce qu'on se dit, mais oui, on voit la construction, on se dit, mais non, mais on n'a pas envie de ça. Le réel, c'est beau, quoi. C'est beau. Et là, ce ratage est super beau, quoi, je trouve, dans ce qu'il dit, quoi. Voilà. Ouais, mais c'est ça. Et c'est faire un film aujourd'hui,
en France, en tout cas dans le mode de production français, mais c'est vrai dans plein d'endroits. C'est essayer de trouver un intermédiaire entre ce qu'on aurait envie de faire et la façon dont on vous pousse à le faire pour trouver de l'argent, en fait, dont on va vous dire qu'il faut que ça rentre dans un certain nombre de cases pour puisse être diffusé, vendu, etc., etc. Et vient la frontière où vous perdez totalement, vous risquez de perdre totalement l'essence de ce que vous vouliez. Et ça signifie, la plupart du temps, de faire des films pauvres, de faire de la musique pauvre, ou de faire des choses qui vous permettent justement d'échapper à ces formats qui sont extrêmement efficaces, qui fonctionnent, puisque après, voilà, ils travaillent avec des, je sais pas quoi, des mesures d'audience, des machins, tout ça, etc. Tu vois, ils savent extrêmement bien formater, encore plus aujourd'hui qu'en 69. Mais effectivement, on est écrasé. Je trouve qu'on est absolument écrasé par ces différents formats préexistants. Et que c'est extrêmement difficile, ça l'était à l'époque et ça l'est toujours aujourd'hui. Et le pire, c'est qu'en plus, tout est transformé du coup en objet possible. C'est-à-dire que ce soit en fonction du moment, de l'époque, ça va être tout à coup, on va faire mine de s'intéresser plus au féminisme, on va faire mine de s'intéresser plus des notions de diversité, on va faire mine, etc. Pour fabriquer toujours des nouvelles boîtes qui ressemblent à s'y tromper à celles qu'on utilise pour d'autres sujets et qui enlèvent toute particularité, donc essence, tout cœur aux choses. Et en fait, c'est un combat permanent. Et oui. Moi, j'avais l'impression de voir ça en action. C'était pour moi hyper intéressant parce que tout à coup, je pouvais le voir et je pouvais le voir dans ce que ça n'avait. C'était pas diabolique. C'est quelqu'un qui veut faire la promotion de quelqu'un d'autre et qui en même temps l'enferme à tous les endroits. Et c'était extrêmement triste à voir. Tout à coup, j'avais l'impression. Enfin, il y a des moments où il est extrêmement seul. Il y a une solitude, je trouve, qui se dégage de ce moment avec lui, qui est très, qui finit par être très touchante, très émouvante. Après, toi, ça a été ton point de vue de mise en scène aussi, de mise en scène des rushs, d'adopter le point de vue de Monk, de privilégier aussi ces scènes, d'essayer d'entendre cette intériorité. Mais c'est ton regard aussi, toi, de cinéaste. Mais moi, c'est ce que j'ai bien aimé aussi dans le film, c'est le fait, c'est la place que tu occupes toi. C'est-à-dire de metteur en scène de rush. C'est-à-dire que tu les as pas tournées ces images, mais tu les mets en forme. Et je sais pas, il y a un endroit, je trouve, de la réalisation que je trouve super intéressant, qui est en même temps un peu dans l'ombre, assez humble, et en même temps, évidemment que c'est ton film et pas de celui de quelqu'un d'autre. Je sais pas, moi, ça m'interrogeait sur mon propre travail, sur ce film-là, mais d'une manière générale, c'est-à-dire de cette façon de plier le réel à sa volonté. Au fond, d'avoir déjà un plan et de plier le réel à sa volonté. En faisant ce film, j'avais aussi l'impression de faire une fiction, c'est-à-dire en prenant d'une certaine façon le point de vue de Monk, je ne pouvais que me projeter. Dans ton statut d'artiste aussi, toi Ouais, dans ma relation aussi aussi qu'est-ce que c'est qu'être un artiste étranger en quelque sorte, de porter cette étrangeté et d'avoir comment dire, un regard à la fois gentil, mais avec parfois beaucoup de stéréotypes. Qu'est-ce que tu fais? De toute façon, chacun connaît ça dans sa vie quotidienne. Est-ce qu'on ferme les yeux? Est-ce qu'on laisse tomber certaines remarques, etc. Ou est-ce qu'on s'énerve à chaque fois? Miles s'énervait tout le temps. C'est un petit nerveux, quoi. Ouais. Et Monk, lui, prend sur lui. Et on voit à quel point c'est pénible. Que c'est difficile. Pour moi, j'ai l'impression de voir, en tout cas, à quel point c'est pénible. Et donc, qu'est-ce que fait, je trouve, Henri Renaud, la réalisation de l'émission à ce moment-là, c'est de prétendre à un point de vue neutre, prétendre à une sorte de vérité. On
on va parler de Monk, voilà qui est Monk et tout ça, etc. De prétendre à un point de vue zéro. Et je me dis que là, peut-être que un des moyens d'échapper à ça, c'est de dire de quel endroit on parle, en fait. De se montrer, en fait. Et effectivement, pour moi, jouer avec les rushs et les faire entendre comme les rushs et avoir ce montage qui se montre comme un montage, c'était aussi de dire, bon, c'est ma vision, c'est moi qui interviens. Mais j'ai quand même senti le besoin, à un moment, d'aller voir ses proches. C'était aussi l'occasion j'avais déjà rencontré son fils, c'était l'occasion de le revoir et je lui ai montré le film. Tu voulais qu'il valide quand même Je voulais qu'il me dise, est-ce que je suis... Et j'étais complètement à l'ouest, et donc je lui ai montré le film à une période de montage quand j'étais assez proche de cette version-là. Et son retour C'était hyper émouvant, mais il était très, très... Enfin, il m'a dit... Enfin, ce qui m'a rassuré, c'est qu'il m'a dit que c'était l'homme qu'il connaissait, quoi. Il m'a dit, je vois à quel point il est énervé contre ce gars, mais qu'il ne dit rien. Il a pleuré une bonne partie du film, quoi. Et il m'a dit, il a joué avec son père après. C'est pas seulement c'est son père, bien entendu, mais en plus il le connaît en tant que musicien, puisqu'il a joué les dernières années de sa vie de musicien. Il les a joués avec son fils. Qui était quoi? Qui était batteur. Batteur. Ouais. Et donc il me disait, à cette période-là, moi je suis à l'école. Et j'ai pas idée de ce qu'il est obligé de traverser pour nous nourrir. C'est-à-dire que lui, il ressent le film et ce truc-là comme truc hyper pénible. Hyper pénible de quelqu'un qui se force à rien dire, qui sait exactement ce qui se passe, qui sait ce regard qu'il a sur lui, qui est le regard d'une société entière, et qui trouve douloureux, en fait. Et moi, j'ai été étonné, la première fois qu'on a regardé le film mixé, d'être aussi ému. Il y avait des choses qui m'avaient touché, il y avait des choses qui m'avaient mis en colère, etc. Mais une fois le film assemblé de cette façon-là, je m'étais pas rendu compte à quel point c'était éprouvant d'une certaine façon. Oui, là. Donc voilà. On passe cet extrait-là, ce petit extrait. Bon, bah, c'est la petite algarade là avec. Thelonious, did you remember your first concert in Paris in '54? Yeah, it was somewhere in the early 50s. Thelonious, yeah. Again, sorry. I just said it first. Thelonious, est-ce que vous vous souvenez de votre premier concert donné à Paris en 54? I don't understand. Do you remember this first concert Huh? in Paris in '54? Oh, I had my first concert. Yeah. Right? South Play. South Play, yeah. Do you remember, I think at this time your music was too avant-garde, I think, for the not too. But if you don't. Okay. But it's interesting. Yeah. On recommence. Thelonious, did you remember your first concert in Paris? In '54? Yeah. I think at this time your music was a little bit too avant-garde for the French audience. What do you think of that?
I don't understand what you said. What are you asking me? I said, your music was a little bit too difficult, too avant-garde for the French audience. What do you think of that? Well, I mean, they had my, on the magazine, they had my picture on the front page. I mean, they had Jerry Mulligan, they had, Jones was his name, trumpet player, and they had a lot of people, but they had my picture on the front page. It was too avant-garde, what it was. I mean, whatever it was, it seemed like that I was the star, but and the people was coming to see it, but I wasn't getting the money though. Okay. Serious, I'm sorry, I see my Bernard, on peut effacer ça. Hein. D'accord? I had no idea, I mean, my popularity in France until I got over here. And when I got here, I mean, they had Jerry Mulligan and treating them as a star, but they had my picture on the front page of the magazine for the concert and all that. And I couldn't get no musicians. I came over by myself. And there was no musicians to work with me or anything. When nobody let their musicians work with me, and I practically had to play by myself. Finally, I got some fellas to play with me, and I was getting less money than anybody. That's what happened. Thelonious dit que à cette époque, il ignorait totalement quel genre de popularité il avait en France. Il a trouvé sa photo aux premières pages d'un magazine de jazz, mais il a été déçu de voir qu'on n'avait pas prévu de musicien pour accompagner et que d'autre part, il avait été certainement celui qui a reçu le cachet le plus bas. Voilà tout ce qu'il peut dire à ce sujet-là. Mais Bernard, je m'excuse de revenir là-dessus, je crois qu'il vaut mieux effacer cette fois, il n'y a rien d'autre à dire parce que ça c'est vraiment désobligeant tout ce qu'il raconte, alors on ne peut pas en parler. D'autant plus que l'organisme... Going to this dinner and forgetting this TV program and it's all over that. It's all this dinner. Okay. Just one, last. Please, it's the very last one. Yeah. Yeah, about piano. Yeah, it's like the first time I came to France. No, that's no. It's we don't do that. And the first time I came to France, I was ossified all the time I was there. No, we don't say anything about that to you. Okay? It's no secrets, is it? No, but it's not nice. That's not nice. Yeah. Can we talk a little bit about piano? I'd like to know if you start when you were young. You start to play some classic music?
Yeah, I studied. Wait. I learned how to read music, and in the process of reading music, I mean, I had to learn through classical music. Please, Dennis, let to ask you. Dennis. Wow. C'est gênant, c'est gênant. Bon, après, quand même, Henri Renaud, c'est pas un journaliste professionnel. Hein. C'est un musicien. Enfin, c'est peut-être un peu comme au cinéma à ce moment-là, où c'est des cinéastes qui écrivent, etc. Mais peut-être parfois ils s'en sortaient mieux par les interviews de temps en temps. Lui, c'est un musicien de jazz, c'est un pianiste. Il écrit pour Jazz Magazine, entre autres. En télévision, est-ce que c'est une première fois? Donc, il y a aussi cette charge qu'on sent sur ses épaules de réussir à bien faire. Il sent que ça se passe pas très bien. On sent qu'il panique un peu. Il y a il a l'air extrêmement de moins en moins à l'aise parce qu'il est censé être le gars qui le connaît, faire qu'il être son ami et tout ça. Et en fait, tout ça se bat en vrille au fur et à mesure. Et voilà. Donc, il faut aussi lui reconnaître ça. Mais déjà, dans la première question, telle qu'elle est posée, il y a un peu la différence de monde quand il lui dit votre musique était peut-être trop avant-garde à l'époque, etc. Et Monk feint de ne pas comprendre ce qu'il lui demande, pour vraiment lui demander mais qu'est-ce que ça veut dire. Et là, peut-être que, après ça c'est mon interprétation, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, le jazz en France, qui est un peu une musique élitiste, alors qu'aux États-Unis, elle est en train de le devenir un peu, mais c'est d'abord une musique populaire. Il y a cette façon un peu de considérer la culture comme aussi une façon de se détacher, enfin d'être un peu au-dessus de la mêlée. Et plus c'est difficile, et plus c'est presque abscon, plus on est érudit, élevé et tout ce qu'on veut, quoi. Et donc et alors lui, il n'a pas du tout envie de ça. C'est-à-dire que Oui, il n'a pas envie de ça, mais en même temps, il en a été victime. Il a eu du succès quand même beaucoup plus tard par rapport à d'autres musiciens de la scène bop qui ont eu du succès beaucoup plus rapidement. Donc il a galéré. Il n'est pas non plus. Oui, mais lui, il veut toujours faire un succès. Oui, oui, tout à fait. Mais il sait qu'il a une musique qui est quand même qui n'a pas été reçue tout de suite aussi. Il le sait très bien. Il le sait, mais il continue de défendre quelque chose qui dit que c'est rien de difficile là-dedans. À chaque fois qu'on lui a posé la question, il dit vous avez juste à écouter, quoi. Mais si vous trouvez ça difficile, prenez les morceaux depuis le début et puis écoutez les uns après les autres et vous allez choper le truc. Et à chaque fois qu'on a voulu l'amener vers des choses théoriques, il a toujours refusé. Quand on lui pose la question est-ce que vous écoutez de la musique classique, est-ce qu'à nouveau Henri Renaud fait ça, il fait une périphrase, il fait une phrase un peu compliquée pour dire que il a dû étudier pour apprendre le solfège. Il a dû étudier de la musique, enfin jouer de la musique classique. Il ne veut surtout pas dire ce qu'il pense qu'on veut qu'il dise, c'est-à-dire que c'est comme si le jazz ou sa musique deviendrait quelque chose d'intéressant à partir du moment où il y aurait cette rencontre ou ce truc avec la musique classique, quoi. C'est quelqu'un qui, apparemment, en tout cas c'est ce que disent ses proches, aimait particulièrement Rachmaninoff, le jouait, mais il l'a jamais dit dans aucune interview. Il n'a jamais voulu aller à cet endroit où il avait l'impression qu'on essayait de valider sa musique par la musique occidentale. Et pareil, il a souvent dit qu'il n'avait jamais appris, qu'il n'avait pas pris de cours, ce qui n'est pas vrai. Même si essentiellement il a ce rapport, comme beaucoup de musiciens, c'est d'être capable très très vite de jouer ce qu'il entend. Et d'avoir cette fonction. Il dit d'ailleurs à un moment qu'il faut être mathématicien pour jouer du piano, c'est-à-dire de réussir à faire concorder un intervalle que vous entendez avec un intervalle sur le clavier. Cette espèce de concordance immédiate pour des gens qui ont des cerveaux hyper développés et qui arrivent à faire ça, quoi, tout de suite. C'est pas qu'ils sont...
Enfin, ça tombe pas de nulle part, c'est juste qu'ils sont extrêmement intelligents. Oui, et puis j'imagine qu'il y a du travail quand même. Et après, il y a du travail, mais de réussir à retranscrire tout de suite, voilà, des intervalles de son en intervalles sur le clavier, il y a des gens qui font ça très vite. Lui, il a ça. Donc après, il a travaillé beaucoup, mais il a toujours presque refusé ce travail, presque pour échapper à ce truc de singe savant ou parce que il a toujours revendiqué une musique simple. Il faut que ce soit simple. Il a toujours dit ça. Et quand des gens se sont revendiqués de lui, toute la scène free jazz après, derrière, ont beaucoup parlé de lui, etc. Il a souvent dit, ouais, mais il n'y a pas de mélodie. Il y a plus de mélodie. L'important, c'est la mélodie. Enfin, il s'est souvent détaché, quoi, désolidarisé. Donc, il vient d'un monde où, voilà, lui, il a commencé à gagner sa vie assez jeune. Il jouait. Donc, il y a un quartier qui n'existe plus, Saint-Juan-Île. Quand il y avait des déménagements, des trucs comme ça, on prenait des musiciens pour essayer de payer le premier loyer, en fait. Et donc, il a vraiment ce truc de faire danser les gens. Au départ, pour lui, la musique, c'est pour faire danser les gens. Et donc, il le fait pas pour paraître intelligent, il le fait pas pour paraître bizarre, il le fait pas, etc. Il le fait parce qu'il pense sincèrement que c'est la musique la plus directe qui soit. Et donc, il y a une espèce de décalage quand tout à coup, on essaye de l'amener comme si c'était une qualité vers vous êtes quelqu'un d'avant-garde et de ceci, cela, etc. Et lui, il n'a pas du tout envie d'aller là. Et il le fait volontairement. Ouais, c'est peut-être aussi très français de la part des critiques français de vouloir mettre des mots à tout prix, intellectualiser quelque chose qui est. Je ne sais pas s'il aurait été interviewé de la même façon par un journaliste jazz américain. Je ne sais pas. Il y a des concordances, mais c'est vrai qu'en France, voilà, la culture, je crois, hein, c'est aussi un truc de. Oui, il y a quelque chose d'assez élitiste. Ouais, c'est un truc élitiste. Oui. C'est un truc pour. Voilà, on aime bien dire qu'on connaît des trucs que les autres connaissent pas. Ah, tu connais pas ce truc-là, ouais, c'est compliqué, mais c'est un truc hyper répandu. Plus ça va être bizarre et machin, et donc il essaye de l'amener là, à cet endroit-là. Oui, mais en même temps, en faisant une peinture très exotique, vous avez rencontré votre femme dans votre quartier, vous avez votre piano dans votre cuisine. Il y a quand même ce portrait comme ça du génie qui se lève le matin, qui boit son café, qui joue du piano. Il y a quelque chose comme ça, il y a cette envie-là. Et lui, il est là. En plus, je trouve qu'il a cette façon, il y a cette sorte de prognatisme et puis une façon de zozoter légèrement. On se dit, mais les mots, c'est pas. On lit bien dans son regard toute l'intelligence du bonhomme, mais c'est pas avec les mots qu'il va réussir. Les mots vont être plutôt des murs. C'est vraiment avec sa musique qu'il va réussir à nous emporter, à nous convaincre. Oui, quand l'autre va le laisser, mais on voit bien qu'il parle. Contrairement à tout ce qu'on a toujours dit, Monk est muet, il parle. Oui, non, c'est vrai, c'est juste. Il parle, il raconte des trucs. Là, il est en train de lui dire ce qui s'est passé. Parmi les choses, je trouve, qui sont évocatrices parfois dans les interviews qu'il a données, tout ça, etc. Là, c'est dans des relations qu'il avait avec un autre musicien, Steve Lacy, etc., qui a noté les petites choses que disait Monk. Et il disait, par exemple, il lui a dit comme conseil, ne joue pas tout, quoi. Ce que tu ne joues pas est plus important que ce que tu joues. C'est pas qu'il est idiot, il est hyper intelligent, sauf qu'il a cet exercice, cette franchise. Il se laisse pas aller à, justement, je trouve, moi, après je l'aime beaucoup, mais je trouve qu'il se laisse pas aller à la facilité de s'écouter. Et de se trouver, d'aller vers le truc, ça va être joli à dire, tout ça, etc. Non, moins c'est plus. Ça, c'est une de ses phrases. Moins c'est plus. Voilà, des trucs comme ça, très, très brefs, mais qui disent qui disent son intention. De faire entendre, finalement, de faire résonner ce qui ne peut pas être joué, ce qui est sans doute le plus important. Ce qui, mis en boîte, et on revient à l'idée de format, ce qui est mis en boîte, ce qui est mis dans le truc, meurt. Comme si dire, il y a des sentiments, il y a des choses qui, à partir du moment où elles sont prononcées, disparaissent.
Il y a une espèce de... ouais, je pense qu'il y a ça chez lui. Ouais, et puis tout simplement, après, si vous avez des questions, voilà. Mais mais ce que tu disais sur sa façon de jouer aussi, c'est quelqu'un qui joue pour sa vie. Il y a quelque chose comme ça, vraiment. Tu parlais de se payer ce premier loyer, toutes ces choses-là, mais on sent quand il joue, c'est pas juste une fantaisie parce que je voulais faire autre chose. Non, c'est une nécessité. Il y a quelque chose comme ça, que ça va payer le loyer, ça va payer. Et je trouve qu'il y a cet ancrage-là, cette force-là, et évidemment qu'il y a ce décalage-là. Ce décalage-là. Je sais pas, ça se sent dans sa musique, quoi. Après, je crois qu'il a... ça vient sans doute aussi de ce rapport aux gens autour de lui, de sa femme, de sa mère, etc. Il a vraiment confiance en lui. C'est-à-dire qu'il pense que s'il réussit à s'exprimer absolument, on l'a qualifié souvent de génie, tout ça, etc. Et puis il a dit aussi des choses telles que un génie, c'est quelqu'un qui est juste lui-même, qui réussit à être juste lui-même. Comme si, et puis ça paraît assez logique, jouer comme quelqu'un d'autre, c'est évidemment, enfin, c'est en essayant de toucher son propre endroit qu'on arrive peut-être à toucher à quelque chose d'universel. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais en tout cas, c'est comme un enfant qui commence à parler comme un adulte, c'est pas très intéressant. S'il parle à son endroit, n'importe qui réussit à parler de son propre endroit devient intéressant et peut se relier à tous les autres. Monk, il fait ça sans le dire, je crois. Et il croit tellement en lui, en sa musique, que gagner sa vie et vouloir absolument gagner sa vie, ça signifie pas travestir sa musique pour en faire un gagne-pain. Et c'est vrai qu'il a autour de lui des gens, dont sa femme, sa mère d'abord, dont sa femme, qui, dans tous les moments où il gagne pas sa vie, etc., continue de l'encourager, lui demande jamais de faire autre chose. Voilà, il a pu toujours jouer, même dans les moments vraiment, vraiment durs. Et la moitié de ton film, c'est la musique. Toute la deuxième partie, c'est quand même, on l'entend, quoi. C'est un enregistrement de 3 morceaux, 3, 4 morceaux. C'est quand même la part belle donnée aussi à ce qui est puissant. On l'empêche de parler d'une certaine façon, et puis il a cette façon de ne pas vouloir trop dire, etc. Le moment où... pour moi, on ne peut pas faire un film sur un musicien sans avoir un grand moment où on l'entend, parce que c'est là où il s'exprime absolument. Et j'ai l'impression qu'on comprend tellement de ce qu'il dit pas ou n'arrive pas à dire, ou tout ce rapport-là qu'il a. J'ai l'impression que même parfois les titres des morceaux, il les choisit. Oui, c'est ce que tu écris. Ouais, il les a pas choisis par hasard. Ouais, c'est marrant. Moi, quand il joue I Should Care, je me dis exactement au moment où le mec l'emmerde, je me dis, voilà, je crois qu'il sait. C'est un type assez brillant et qui a la classe de pas le. Oui. De pas éclabousser tout le temps les autres avec ça. Allez, si vous avez des questions. Ouais. Vous avez vu le film ou pas? Ou pour la plupart? Oui. Aimé? Beaucoup? J'ai pas vu parce que c'est trop pénible. J'aime infiniment de voir cette situation. J'ai écouté l'émission de radio. J'ai un peu vu et ça fait 5 mois que je l'ai sous la main. Je n'en parle pas. Moi, je voulais te demander parce que si vous devez favoriser en tant qu'auditeur, en tant qu'analyste, c'est assez unique. Non, mais on enregistre pour le son. Si tu fais un lien entre Satie et Monk. On pourrait, quand on écoute des morceaux comme Cordiali, vraiment les relier. Ouais, qui est quasiment le dernier qu'il a enregistré. En tout cas, c'est la dernière session enregistrée. Effectivement, je sais pas s'il aimait Satie. Ça, j'en ai aucune idée. Mais et bizarrement, moi, je suis pas assez musicien pour ça. Parce parce que des fois, je me demande est-ce qu'il est plus Satie que Debussy. T'es musicien, peut-être toi tu l'amènes plus vers Satie. Pourquoi? Par le goût du silence, par le nuancer plus, par les harmonies, par des contre-pieds, par son goût pour les mots, paradoxalement.
Hmm. Et le fait d'être unique, de ne pas éclabousser les autres avec. Hmm. Mais voilà, moi je passe de l'un à l'autre et je me demande où est-ce qu'il se serait situé lui plus dans cette et mais parfois plus chez les peintres, moi il peut me faire penser à un Cézanne. Dans cette façon, pareil, d'éclater un peu la chose et de laisser les choses dans les, enfin, de faire des espèces de fractures, des trous, et de laisser les choses apparaître presque dans les failles. Il y a quelques et les quelques trucs qui existent sur Cézanne parlant, enfin en répondant à des questions. Par exemple, je me souviens d'un truc où il parle de la volonté de silence, de pas s'opposer, de pas s'opposer à sa sensation, à la sensation première. On pourrait aussi dire que Cézanne intervient d'une certaine façon. C'est pas comme s'il avait rien fait quand on, quand on regarde un de ses tableaux, mais qu'il y a un but commun, tout à fait, c'est-à-dire d'avoir une chose la plus qui à la fin dans ce que tu reçois est le plus direct et entier possible. Et de pas et du coup voilà et je trouve qu'ils ont une façon de construire qui peut se dans la résonance, dans etc., dans le silence, dans l'espace qui se répond. Et les deux personnages aussi, à certains endroits, je trouve, se ressemblent. Donc voilà, mais ça peut être pénible à certains endroits de le regarder, mais moi, je l'aime encore plus depuis que j'ai vu ces images. Je parle pas du film, hein, je parle des images elles-mêmes. C'est-à-dire que sa générosité, je sais pas si tu as lu le livre de Robin Cayley sur lui, sa présence aux autres, même là dans ce café avec cette dame et son chien, etc. Voilà, c'est pas du tout quelqu'un qui fuit les autres. Voilà, mais par contre, il est très vite gêné dès que ça devient artificiel. Mais là, moi, je travaille un peu le film hein, en montrant cet extrait qui est l'extrait le plus dur. Et il y a un crescendo quand même au début, on l'accueille, c'est une star. Voilà, le film glisse petit à petit vers l'interview ratée, mais c'est pas joué quand même d'emblée. Voilà, le film ne se résume pas à cette scène-là. Et puis après, il y a toute la bascule vers l'enregistrement audio et qui nous fait encore plus entendre, moi je trouve, plus entendre sa musique. Quoi. Même, j'avais pas vu ses mains, ses doigts, tout ça, c'est intéressant. J'imaginais pas ses doigts comme ça presque, cette façon de plaquer, tout ça. C'est très fort. On le réentend encore avec encore plus de plaisir, encore un peu plus de. Je sais pas, on a l'impression d'être encore plus proche. C'est ce que tu disais. Ouais, moi j'avais l'impression de en tout cas, c'était un des buts pour moi, c'était qu'on puisse l'entendre. Non, en tant que musicien. C'est qu'on on entende sa musique, on entende la simplicité, entre guillemets, de sa musique. Vraiment. Ouais, j'espère qu'on chope un peu de ça. Voilà, dans ce truc un peu verbeux qui essaye de se construire autour, etc. Il y a un moment, il va, et on voit qu'aussi, c'est pas facile, quoi. C'est jouer comme il joue, c'est un effort, c'est un effort, pareil. Enfin, oui, alors un bougie dit transpire, machin, etc. Ouais, mais il y a un musicien à un moment qui m'a dit, mais ça doit turbiner là-haut. Hein. Ça n'arrête pas. Donc, oui, en tout cas, j'avais envie de ça. J'avais envie qu'il y ait quelque chose où on arrive à l'entendre simplement retiré de tous ces trucs autour. Et on l'entend grogner un peu de temps en temps, non? C'est moi qui, un peu comme Errol Gardner, moins fort, mais il y a un côté comme ça qui est assez. Ouais, très souvent dans beaucoup d'enregistrements, on l'entend chanter ce qu'il voilà, c'est ça. Chanter ce qu'il joue. Ouais. Non, bon, on s'arrête là ou dernière question ou... Bon, on s'arrête là. Ouais, super. Merci beaucoup Alain. Merci à vous tous. Super.